politique, l'UDPS, sur l'insécurité de l'Est du pays, sur tous les sujets majeurs, notamment le pouvoir d'achat des Congolais. Alors, moi ici, ensemble avec vous, nous allons essayer de donner les grandes lignes. Comme je donne déjà des grandes lignes, je vais entrer dans le développement de ces grands thèmes d'aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est l'insécurité de l'Est. Cette insécurité, comme je le dis, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que notre partie Est, il est attaqué, il est en conflit, il y a plusieurs conflits armés. C'est une situation qui ne permet pas à notre pays de prospérer librement parce que la guerre, personne ne peut investir dans une partie où il y a la guerre. Alors, cette guerre, c'est une question très pertinente. C'est une question qu'il ne faut pas qu'on traite avec beaucoup de légèreté comme notre président l'a fait récemment lors de cette interview. Parce que lors de cette interview, il parle des problèmes de la RDC, pas comme un chef d'État, mais il parle comme un militant de l'UDPS, comme un parlementaire debout. Alors moi ici, avec les soucis du Congo que nous avons tous, parce que personne n'est plus congolais que tout le monde, nous tous nous sommes des Congolais, nous avons tous les soucis de voir notre pays. Nous avons tous les soucis de voir notre pays prospérer. Nous avons tous les soucis de voir notre pays vivre en paix. Et nous voulons juste que les choses se redressent. Mais vous devez savoir avec moi ensemble que pour que les choses se redressent dans notre pays, nous devons avoir un État. Et pour avoir un État, il faut avoir la population. Nous avons déjà la population. Les Congolais, nous sommes là. Et nous devons avoir un territoire. Nous avons déjà 2 450 km². Nous avons le territoire. Et nous devons avoir encore des institutions. Tapoter et partager les lives parce que ça badine en fait. Alors, si ce point-là, c'est vrai, vous me direz, mais nous avons déjà un chef d'État, nous avons des institutions. Alors, puisque nous avons déjà toutes ces choses-là, de manière figurante, la chose qu'il faut encore ajouter, il faut que ces institutions soient aussi souveraines. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons un pays souverain qui prenne des décisions et qui l'assume aussi. Mais à la tête de notre pays, nous devons avoir un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, il a son rôle à lui à jouer. Son rôle à jouer, il est défini dans l'article 69 de notre Constitution qui dit que le chef de l'État, il est le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, il veille à ce que les institutions de la République fonctionnent normalement. Notamment, la première institution, c'est l'institution président de la République. Deuxième institution Parlement. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons tous vu dernièrement comment les choses tardaient un peu à marcher du côté du Sénat. Mais Dieu faisant, ils ont fait des élections et nous avons vu que le bureau du Sénat est installé. Donc, nous pouvons dire que maintenant, l'institution Parlement est maintenant au complet. Elle peut disposer de tout son pouvoir pour fonctionner normalement. C'est quoi le travail de l'institution Parlement? C'est là où on vote les lois. C'est là où on fait les contrôles parlementaires. C'est-à-dire l'exécutif avec tout le travail qu'il fait. Et c'est aux parlementaires de procéder au contrôle de ce travail-là. Est-ce que ce travail est conforme aux lois et règles de la République ou pas conforme? Donc, ils ont tous les pleins pouvoirs de sanctionner lorsque le travail n'est pas bien fait.
Alors, chers compatriotes, comme je l'ai dit, troisième institution, c'est le gouvernement. Le gouvernement de la République, son rôle, c'est quoi? C'est d'agir. C'est-à-dire, il y a déjà un plan d'action. Et cela est bien défini à l'article 90 de notre Constitution qui dit que les chefs du gouvernement, le Premier ministre, définit ensemble avec les chefs d'État la politique de la nation. Mais après avoir défini cette politique, on doit aussi la mettre en pratique. Alors, comme on dit bien chef du gouvernement, c'est-à-dire il y a un gouvernement avec lui, et lui, c'est le chef. C'est qui? C'est le Premier ministre. Donc, nous avons Madame Souminois, qui est la chef du gouvernement, et ses ministres qui vont travailler avec lui. Cela est bien défini à l'article 93 de notre Constitution, qui dit que le ministre est le chef de son département, il applique la politique de la nation au sein de son département. Donc, si vous êtes ministre du tourisme, vous entrez dans ce ministère et vous appliquez la politique du tourisme définie par votre gouvernement. Ils ont présenté leur plan d'action, nous avons tous vu le 12 juin, le programme du gouvernement a été validé, accepté et validé par le Parlement. Alors, après cette étape-là, ils doivent se mettre au travail. Mais la question que moi je me pose, comme tous les Congolais, notre pays est en guerre. Avant même que ce gouvernement soit installé, notre pays était déjà en guerre. Aujourd'hui qu'ils sont là, on ne voit absolument aucune action concrète qui vise à éradiquer cette guerre, aucune action concrète qui montre que ce gouvernement-là est à l'affût même de problèmes des Congolais. Alors, des problèmes des Congolais, ils sont énormes, mais nous avons plusieurs problèmes. Nous avons plusieurs problèmes, comme je l'ai soulevé, mais les problèmes de l'insécurité, les problèmes de la guerre, les problèmes de déplacement et tout consort, c'est les problèmes majeurs parce que là, il y a urgence. Il y a quelqu'un, on bombarde leur village, ils fuient. Et qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit les prendre en charge. L'État doit donner des moyens, doit soutenir ces gens-là. L'État doit aussi sécuriser ces personnes. Et non seulement terminer à les sécuriser, il doit aussi donner de l'espoir à ces gens-là. Donc, nous devons déjà défendre notre pays. Puisque diriger, c'est prévoir, on dit, il ne faut pas attendre que l'ennemi vienne bombarder votre maison afin que vous puissiez chercher les moyens à agir après. Donc, vous devez prévoir à ce qu'on ne puisse pas bombarder votre pays, bombarder votre population et tout consort. Donc là, le gouvernement a échoué déjà avec l'aspect selon lequel diriger, c'est prévoir. Donc, on comprend qu'ils n'ont aucune vision par rapport à la prévision. Même si, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les Congolais en guerre, ils ont trouvé les Congolais en train de mourir. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune politique concrète, aucune mesure même pour aider les déplacés de guerre. On ne peut pas comprendre. C'est vrai, nous qui ne sommes pas dans les zones de guerre, on peut minimiser cette guerre, on peut minimiser les effets. Mais ça demande vraiment de l'assistance. Et l'assistance, il faut d'abord, de manière concrète, il faut une aide humanitaire. Il faut que ces gens soient d'abord logés de manière digne, dans un camp digne des réfugiés. Si vous regardez les images, les camps où sont logés les déplacés de guerre, vraiment vous allez regretter. Et je crois qu'aucun politicien congolais ne va accepter que ses propres enfants, sa femme, sa famille biologique puissent vivre dans ces conditions-là. C'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Donc pourquoi on doit accepter n'importe quoi dans notre pays? C'est comme si être congolais, vivre dans l'est du pays, c'est un péché. Tout ça à cause d'une personne. À cause d'une personne qui ne connaît pas réellement son travail. À cause de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui, il ne connaît pas son travail. Il ne sait pas qu'être président, ce n'est pas seulement être dans son bureau, signer les ordonnances où on nomme seulement les gens de sa région ou de sa tribu, mais aussi être président, il est le commandant suprême des forces armées. Ça veut dire, à ce rôle-là, le président, étant donné que le pays est en guerre,
il doit se mettre, il doit mettre un état d'esprit de guerre en lui. Il doit incarner ça. Il peut mettre sa tenue, il passe devant les troupes, il donne des ordres. Mais des ordres où déjà vous avez un plan bien défini. Vous avez un plan déjà bien défini. Donc nous n'avons pas un chef aujourd'hui. Le problème c'est ça. Il y a un vide à la tête du pays. À la place où on devait avoir un chef d'État, on a quelqu'un qui ne connaît pas son travail, qui est incompétent. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on ne peut rien attendre du tout. Parce que quand quelqu'un est incompétent, lui-même il ne fait pas d'abord son travail, à la place de nommer des gens qui ont des compétences, il va nommer juste ses camarades. Et ces camarades, ils viennent, ils ne savent pas quoi faire, ils commencent à tâtonner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que depuis Mme Souminoua, elle est investie, il paraît-il dans son CV, elle a travaillé dans plusieurs projets, notamment le PNID et tout consort, mais on ne sait absolument rien sur le terrain. Parce qu'ils font des mesures urgentes et concrètes pour les Congolais. Ces mesures-là ne seront pas prises de manière désordonnée. C'est pour cela ici, je vais vous parler de la délinquance financière. Donc, ce sont des gens qui arrivent seulement pour commencer à satisfaire leurs propres intérêts. Ils n'ont pas un projet cohérent. Un projet cohérent, c'est quoi? C'est un projet où on sait que quand on arrive au pouvoir, nous n'avons que 5 ans. Mais avec ces 5 ans, nous allons investir dans tel ou tel autre domaine. Nous allons mener de telle ou telle autre réforme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si je peux être sincère avec moi, depuis le mois de juin que le gouvernement a été investi, ça fait maintenant, je crois, 2 mois, bientôt 2 mois et demi, que je vois que les actions du ministre de Justice, garde des Sceaux, M. Constant Mutamba, Excellence Constant Mutamba, en tout cas, coup de chapeau. Félicitations parce que moi, personnellement, je sens sur le terrain que ce ministre-là, il ne reste pas dans un bureau climatisé. Il se rend de temps en temps à la prison centrale de Makala. Il ouvre les dossiers, ce qu'on appelle apparemment les placards. Il revoit les situations des Congolais qui sont injustement incarcérés dans les prisons et tout consort. Ça, c'est déjà un pas. Même si ce n'est que le début, parce que nous attendons de lui qu'il puisse convoquer M. Nicolas Kazadi, qu'il puisse, pourquoi pas, convoquer toute la mafia de M. Tshilombo. C'est une mafia où aujourd'hui, on a beaucoup de choses à reprocher. Alors, on ne va pas réussir à développer notre pays si on n'arrête pas l'hémorragie des détournements des deniers publics. Parce que le rôle du président, comme je l'ai dit, en tant que garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Alors, en tant que garant du bon fonctionnement, nous avons de l'autre côté les citoyens congolais qui attendent des actions concrètes, comme je l'ai dit. De l'autre côté, nous avons un gouvernement qui doit agir par rapport aux attentes des Congolais. Alors, les attentes des Congolais sont simples. Si vous allez à Kinshasa, vous allez voir que pour quitter l'aéroport de Nzil et arriver à Gombe, vous pouvez faire 5 heures du temps dans les embouteillages. Ça, c'est déjà un problème. Et ce problème-là, ça ne dit pas seulement d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et il n'y a aucune mesure concrète prise par le gouvernement pour permettre à désengorger, à désenclaver et tout consort. Voilà l'essence des responsabilités que devraient avoir les gens qui viennent servir la République. Alors, quand je dis délinquance financière, c'est-à-dire aujourd'hui notre pays est parce que beaucoup de gens ne savent pas les systèmes politiques avec lesquels nous avons dans notre pays. Nous avons ce qu'on appelle le régionalisme politique. Nous ne sommes pas totalement fédéral, nous ne sommes pas aussi un État unitaire. Donc nous sommes semi-unitaires et semi-fédéral.
C'est-à-dire, cela se matérialise dans la décentralisation, où les provinces ont l'autonomie administrative et financière. Et nous avons aussi les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, toujours pour être prêts au plus près des citoyens pour répondre à leurs besoins. Mais le problème, il se pose où? Le problème, il se pose au niveau où les moyens qui doivent permettre à ces dirigeants-là, peut-être provinciaux et tout consort, pour agir, les moyens, tous les moyens sont... Parce que tout ce que nous produisons au pays, l'argent est récolté par 3 régies financières. Donc, nous avons la DGRA, nous avons la DGI, nous avons la DGDA. Et l'argent qui est récolté en grande partie par ces régies financières-là sont directement renvoyés à Kinshasa, la capitale, dans les trésors publics, dans les caisses du trésor public. Et à la fin, depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous sommes altillés à des chansons, à des marathons de détournement des deniers publics. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, le premier scandale financier, c'est en 2019 avec le projet 100 jours. Donc, tous les projets qu'il conçoit au sein de son gouvernement, c'est juste pour avoir un motif de détourner l'argent de l'État. Alors, puisque ils ont failli à leur mission, nous, le peuple congolais, c'est vrai, moi je me dis, il y a beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas encore donné beaucoup d'importance. Mais si et seulement si tout le monde donnait, ne fût-ce que 1 heure du temps par jour pour regarder la situation du pays, regarder les gens qui dirigent son pays, regarder la façon dont nous sommes gouvernés, vous allez comprendre qu'il y a un vide. Le vide, comme je l'ai dit, c'est qu'au sommet de l'État, parce que j'ai commencé à dire, nous devons avoir un État. Et pour avoir un État, nous devons avoir la population, un territoire, et puis nous devons aussi être souverains. Et en plus, nous devons avoir des institutions. Et puisque nous avons toutes ces institutions-là, mais le problème se pose où? Le problème se pose seulement à la tête. Parce que la tête, c'est beaucoup plus important que tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la tête, c'est celui-là qui s'appelle le chef de l'État. Lui, le chef de l'État, son rôle, c'est de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions. Ça, c'est clair. Mais en dépit de ça, comme je l'ai dit, il est aussi le commandant suprême. Donc, il commande l'armée, il commande la police, il commande tous les services publics pour la défense de notre pays. Donc, déjà, un vide à ce côté-là, Félix Tshisekedi ne commande pas. Soit ça, vous êtes d'accord avec moi. Le deuxième point, il est aussi le magistrat suprême. Que veut dire un magistrat suprême? C'est vrai que pour que quelqu'un soit jeté en prison, il faut qu'il y ait un procès et un jugement qui les condamne. Et maintenant, le juge suprême, lui, le chef de l'État, lui, c'est un juge unique. Il s'assoit dans son bureau, il signe une ordonnance et quand bien même qu'il est prisonnier, il peut être gracié. C'est ça le juge suprême, être juge suprême. Donc, il juge selon, pas selon ses convictions à lui, mais il juge selon l'esprit de la loi, l'esprit de la constitution de notre pays. C'est cette constitution-là qui doit le guider quand il fait son travail. Même quand il va signer l'ordonnance pour nommer les gens à l'honneur, il doit être guidé par cette constitution-là. Parce que quand il nomme 5 personnes de la même espace géographique, qui est l'espace Kasaï, le président ne se rend pas compte qu'il est coupable là des infractions de haute trahison. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, comme je l'ai dit, qui doit être guidé dans son travail, il doit être guidé par la constitution de notre pays, la constitution de 2011, de 2006, révisée en 2011. Alors, quand il est guidé comme ça, pour faire des nominations, par exemple, pour les institutions du pays,
il doit d'abord tenir compte de ce qu'on appelle la géopolitique. Donc quand on dit la géopolitique, ça serait anormal, par exemple, le chef de l'État qui est kassaïen, qu'on puisse aussi avoir un premier ministre kassaïen. Ça, c'est déjà, ça ne respecte pas la géopolitique. Mais c'est normal qu'on ait un premier ministre Congo central, un président kassaïen, qu'on ait aussi le président du Sénat qui est katangé, qu'on ait aussi un président de l'Assemblée nationale qui est kivusien. Mais maintenant, ça, ok, nous sommes d'accord. Mais maintenant, pour les restes des fonctions, par exemple le ministère et tout consort, nous avons 26 provinces. Il faut aussi qu'il y ait la représentativité. Il ne faut pas que dans l'ordonnance de cette nomination, on puisse sentir que certaines provinces n'ont pas été représentées. Ça, c'est un. Mais aussi, il ne faut pas qu'on puisse revenir à l'idée pour constater que certaines provinces ont beaucoup plus de postes importants dans la gestion du pays que les autres. Parce que ça s'appelle la République. Ce n'est pas une famille, non une famille biologique, non plus une famille politique. Donc c'est la gestion de la République. Mais maintenant, ça, ce sont des critères. Ça, ce sont des éléments importants qui vont guider les chefs de l'État par rapport à l'esprit de la Constitution. Mais avant de nommer M. Untel, même si, du point de vue géopolitique, il remplit les critères, mais avant de les nommer, il faut aussi vérifier est-ce qu'il a des compétences pour les postes. Parce qu'il ne suffit pas, comme Mme Souminois, il ne suffit pas d'être fille d'un monsieur qui a beaucoup aidé la famille Tshisekedi et après pour être récompensé comme Premier ministre. Non, ce n'est pas ça que dit la loi, ce n'est pas ça. Tu vois? C'est vrai, il a les diplômes, mais est-ce qu'il a les compétences pour diriger le Congo? Est-ce qu'il a les compétences pour gouverner en tant que Premier ministre? Parce que le Premier ministre doit agir. Quel est son programme d'action? Et comment elle fait parler ses actions sur le terrain? Parce que c'est elle la chef du gouvernement. Elle est chef du gouvernement. Elle a tous les monopoles d'orienter l'action publique selon ses orientations. Parce que cette politique qui est appliquée secteur par chaque ministre a été définie en amont entre elle et les chefs de l'État, selon l'esprit de l'article 90. Mais déjà, vous comprendrez avec moi que tout ce que je parle ici, M. Félix Tshisekedi ne le connaît pas. Il n'a même pas envie de connaître ça. C'est pour cela qu'il vous dira toujours à tout moment que notre justice, elle est malade. Mais il ne comprend pas que c'est lui le commandant suprême qui doit guérir cette justice qui est malade. Mais comment vous allez me poser la question, comment il va guérir la justice? C'est simple. Le chef de l'État, c'est lui qui nomme le magistrat et il a aussi le pouvoir de le relever. Donc tu nommes quelqu'un, il ne fait pas son boulot. On le relève de ses fonctions. C'est clair. Même les ministres. C'est vrai que le Premier ministre, le chef de l'État, nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Ça, c'est normal. Mais maintenant, puisque c'est le Premier ministre qui propose, c'est à toi d'approuver. Comment tu vas approuver que des gens qui sont incompétents depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui? Même les gens avec qui ont eu l'honneur dans ce pays d'être des professeurs et tout consort, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas si c'est une malédiction être ministre au Congo. Dès que quelqu'un devient ministre, il devient incompétent. Il ne fait absolument rien. Sur le terrain, on voit absolument rien. Voilà. Ça, c'était la première partie sur l'actualité politique, sur plus la délinquance politique et la délinquance financière de M. Félix Tshisekedi, avec son gouvernement à la tête de Mme Judith Suminwa, dont je salue en passant. Donc, le président, pour le deuxième sujet, la paix de Luanda, le sommet de Luanda,
le sommet de Luanda se tiendra le 20 pour négocier la paix entre la RDC et le Rwanda, surtout les hostilités et les conflits qui minent la partie est de notre pays. Alors, ces conflits, comme je l'ai dit, ça beaucoup dirait, nous avons besoin de nous en sortir. Mais nous avons tous suivi, comme moi ensemble, sur les ondes, l'interview que le président de la République a accordée à la chaîne Top Congo à partir de la Belgique. La première chose que j'ai retenue dans cette interview, le président nous a rassuré qu'il est en bonne santé. Ça, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Nous remercions Dieu que M. Félix Tshisekedi soit en très bonne santé. Ça, c'est un élément très important. Alors, le deuxième point, le président nous a rassurés et il a géré. Il dit, autant plus que je suis président, jamais, au grand jamais, je négocierai, je vais m'asseoir au sein d'une table avec le 1-23 et négocier la paix avec le 1-23. Donc jamais. Il dit avec le 1-23, déjà, il faut écarter cette option-là. Ça ne se passera jamais. En tout cas, moi, je ne vous garantis rien. Ce sont que des points que moi, je suis en train de soulever pour vous faire constater comment M. Félix Tshisekedi est un peu maladroit face à la ligne de conduite, qu'ils font adopter pour ces assises. Parce que je l'ai rappelé au début, pour un chef de l'État, est-ce qu'il faut d'abord passer à la théorie avant de passer à la pratique? Non. Non. Donc, le chef de l'État, il a tous les moyens, il a tous les pouvoirs. S'il connaît réellement son travail, il peut directement passer à la pratique sans passer à la théorie. Quand je dis la pratique, pour les cas précis du 1-23, la pratique c'est quoi? Vous ne voulez pas négocier avec le 1-23, mais battez-les sur le terrain. Vous allez sur le terrain, gagnez la guerre, arrêtez-le, mettez-les en prison. Et puis la guerre c'est fini. Vous récupérez toute la partie qu'ils ont occupée depuis longtemps. Ça c'est clair, nous sommes d'accord. Parce qu'il ne veut pas négocier. Il n'est pas obligé de faire un chantage quand même. Alors, le deuxième point, toujours à propos de ça, le président M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, le président le plus incompétent, le plus nul que moi je n'ai jamais connu. Parce que depuis un moment donné, depuis 2019 qu'il est au pouvoir, je vous rappelle, je vous fais juste un rappel. D'abord, il nous vient avec M. Kagame au stade de martyrs de Kinshasa pour cracher sur nos morts. Il dit que Kagame, c'est mon frère. Il dit, lorsqu'ils ont signé, ils ont fait une rencontre à Goma, ils ont signé des accords économiques. Il dit ceci, mais M. Kagame, c'est un partenaire fiable. Ça, ce sont ses paroles. Moi, je me pose la question et je vous repose cette question. Lorsque quelqu'un est ton frère et deuxièmement, et qu'il est un partenaire fiable, je ne sais pas à quel moment le président a constaté que M. Kagame n'était plus fiable et qu'il n'était plus son frère. Après, il a commencé à faire les chantages partout dans le monde entier, que M. Kagame qui nous agresse, il agresse la guerre, c'est lui et tout consort, c'est lui qui soutient le 1-23. Ça, ce sont les paroles de M. Tshisekedi que je suis en train de vous rapporter. Raison pour laquelle j'ai commencé à vous rappeler que le président lui-même nous a assuré qu'il est en bonne santé. Moi, je commence à douter de cela. Est-ce qu'il est réellement en bonne santé? Il faut vraiment qu'on puisse vérifier cela parce que là, je n'ai plus d'assurance en fait. Parce que de 2019 jusqu'à 2024 aujourd'hui, avant qu'il fasse cette interview, nous avions tous en tête que celui qui agresse la RDC, c'est M. Kagame. Celui qui est derrière le 1-23 qui les soutient, c'est M. Kagame.
Et il y a même des rapports de l'ONU par rapport à ça. Mais c'est Félix Tshisekedi, il vient à cette interview, il jette tout en pâture. Comme il a l'habitude de dire lui-même, il ne faut pas jeter tout en pâture. Ils sont quand même des chefs de famille et tout qu'on sort. Là pour défendre les voleurs. Mais il oublie que les Congolais aussi sont des chefs de famille. Voilà. Là, il ne connaît pas cet aspect-là. Il jette tout en pâture en disant que ce n'est plus M. Kagame qui nous agresse. Et celui qui nous agresse, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il dit clairement que Joseph Kabila, lui, il a boycotté les élections de 2023, décembre 2023. Et c'est lui qui est derrière l'AFC. Chers compatriotes, c'est grave. C'est grave et extrêmement grave. Parce que, comme je vous l'ai dit, les chefs de l'État, dans notre coutume, on dit, les chefs coutumiers ne voient pas des sorciers. Mais pourquoi ils ne doivent pas voir un sorcier? Parce que déjà, dans l'aspect culturel et ancestral de notre ancestralité, le chef, quand il est chef, il est muni de tous les pouvoirs pour affronter tous les esprits, que ce soit les sorciers, que ce soit les personnes physiques et tout qu'on sort. Donc, il ne peut pas venir et commencer à se plaindre, à dire que non, j'ai vu un sorcier. Alors, quand vous vous criez que j'ai vu un sorcier, vous verrez que votre population va commencer à fuir. Parce que vous-même, les chefs, déjà, vous manquez la maîtrise de soi. Alors, sur cet aspect d'accuser Joseph Kabila, moi, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que le président de la République affaiblit notre diplomatie. Notre diplomatie avait déjà des soutiens par rapport à nos arguments d'accuser M. Kagame. Nous l'avons accusé, on a crié partout dans le monde. Nous avons eu le soutien de l'ONU. Des fois, l'ONU a produit un rapport pour accuser le Rwanda. Pour dire qu'il y a eu des troupes rwandaises en RDC traversées et tout comme ça. Il y a même des preuves par rapport à ça. Mais avec cette interview, M. Tshisekedi a tout jeté en pâture en disant que c'est Kabila qui est derrière. Donc ça laisse croire, ça laisse entendre que le problème du conflit militaire qui se vit à l'est du pays, c'est un problème exclusivement congolais. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, ça n'a rien à voir avec Paul Kagame. Vous comprenez un peu ma façon de penser. Ce n'est pas vraiment ma façon de penser, mais je vous fais comprendre les sujets tels que le parole du président, mon interprétation par rapport à cette interview. Parce que comme je l'ai dit, il y a toujours une ligne de conduite par rapport à la diplomatie. Quand vous êtes devant les caméras en tant que chef de l'État, il y a des choses que vous devez dire et des choses que vous ne devrez pas dire. Il faut toujours avoir un langage diplomatique. Et surtout, lui, le chef de l'État, il a aussi le devoir de réserve sur beaucoup de choses, mais il ne connaît pas ça. Parce que le devoir de réserve, c'est ce qui fait que même Joseph Kabila, ça fait maintenant bientôt 6 ans, depuis qu'il n'est plus au pouvoir, il n'a jamais fait une interview sur une télé quelconque et tout qu'on sort, et s'est prononcé sur la situation du pays. On lui a pris sa majorité, il n'a rien dit. Il s'est calmé, il s'est mis dans son coin et puis c'est tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui font penser que le président de la République, à ce niveau-là, il a débordé. Ce sont des choses qu'il ne devrait pas dire parce qu'il met en mal notre diplomatie. Comment maintenant nous allons nous défendre face à ce sommet qui se tient au Rwanda? Parce que ces sommets-là, ce sont des enjeux de la sécurité de notre pays. On a accusé les Rwandais, l'Union africaine a fait l'initiative de faire asseoir le Rwanda et la RDC sur la même table pour négocier la paix. On arrive au stade où le président de la République jette tout en pâture. Le sommet qui va se dérouler le 20 août, c'est un sommet qui sera un peu si spécial. Le chef de l'État, il est personnellement invité. Paul Kagame, il est aussi personnellement invité. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? On attend de ce sommet à ce que le respect de la feuille de route qui a été définie par
les médiateurs et les parties prenantes à ces pourparlers. Et toutes ces choses-là, comme je l'ai dit, toutes ces choses-là, c'est lui qui doit donner des orientations claires à ces pourparlers-là, pour que la partie congolaise sorte victorieuse, pour que la partie congolaise soit valablement représentée, ses intérêts soient valablement défendus. Mais c'est Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, je commence à douter de sa sincérité, mais aussi de sa santé mentale. Est-ce qu'il est vraiment en bonne santé? En dehors d'être incompétent, il se pourrait qu'il soit encore malade. Parce qu'il a fait cette interview avec beaucoup de précipitation. Il est encore en convalescence. Il n'a pas toutes ses forces avec lui. Mais il fait une interview, je n'ai pas compris, comme si quelqu'un qui s'est défoulé. Voilà. Donc on ne dirige pas les pays avec des états d'âme. On dirige les pays avec des textes bien précis. On dirige les pays avec des bases, des textes de loi et tout consort. L'esprit patriotique, les intérêts de la nation, ils doivent être sauvegardés. C'est son rôle à lui de le faire. Rappelez-vous, quand il a prêté serment, déjà 2 fois qu'il a prêté serment, donc il a l'expérience des prestations de serment, déjà 2 fois, quand le président prête serment, il jure de protéger le pays. Il jure contre vents et marées de protéger notre nation. Donc, rendez-vous compte, est-ce que le serment qu'il a prêté, il est sincère? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? C'est quoi le problème? C'est toi et moi, peuple congolais, de connaître ce problème. Comme je viens de vous le démontrer par mon analyse, que le problème du Congo, ce n'est pas sa population, ce n'est pas ses richesses, ce n'est pas ses voisins, mais le problème du Congo, c'est son chef. C'est lui qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Pourquoi c'est lui? Parce que je voulais démontrer aujourd'hui. Notre pays ne souffre pas seulement des problèmes de l'insécurité, de la défense et sécurité. Notre pays souffre aussi de l'incompétence notoire au sommet de l'État. Il faut que quelqu'un qui soit là, qui se comporte en chef et qui sait ce qu'il doit faire, il fait son boulot. Et le Congo va se retrouver dans le concert des nations. Nous avons tous les moyens et les capacités pour se relever. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources naturelles. Nous avons tout. Donc tout ce qu'il nous faut, il faut quelqu'un qui réfléchit. Il faut quelqu'un qui fait son travail. Il faut quelqu'un, un leader qui a un projet, qui va mettre tout le monde dans l'ambiance de travail, de recherche, jusqu'à trouver des solutions à nos problèmes. C'est ça le travail d'un leader, c'est ça le travail d'un chef d'État. Pourquoi on dit, c'est devenu une chanson aujourd'hui. Chez nous au Congo, on dit souvent, sous l'impulsion du chef de l'État. C'est devenu une chanson. Posez-vous la question, sous l'impulsion du chef de l'État veut dire quoi? Dans le fond, il faut chercher à comprendre tous les termes et vous allez comprendre pourquoi je dis que le problème c'est lui. Parce que l'action que le ministre va mener, comme je le dis, ça a été défini. Cette politique-là que le ministre va appliquer dans son secteur, ça a été défini en amont par les chefs de l'État et le Premier ministre. Mais pourquoi les chefs de l'État? Posez-vous la question, parce qu'il cherche à se dédouaner. L'interview qu'il a passée dernièrement, il dit que ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle du Premier ministre. Mais il oublie que le Premier ministre, c'est lui qui nomme le Premier ministre. Ça, au moins, il l'oublie. Moi, je lui rappelle, c'est lui qui nomme. Donc, quand quelqu'un nomme un incompétent, ce n'est pas l'incompétent qui est nommé qu'on va donner la faute. La faute, c'est à celui qui a nommé. Pourquoi il y a plusieurs citoyens qui sont compétents? On les laisse, mais on prend seulement celle qui est incompétent pour satisfaire ses intérêts personnels. Donc là, ça revient à dire que le président, il est aussi responsable de ses actes. Quel acte? L'acte qu'il a posé en signant l'ordonnance de nomination du Premier ministre, Mme Judith Suminwa, qui sur le terrain aujourd'hui, ça fait presque 3 mois, on ne voit absolument rien. Aucune politique compréhensive,
comment elle peut faire comprendre au peuple congolais qu'elle travaille. Ce n'est pas en passant du conseil des ministres et le ministre, le ministre de l'Information nous vient avec les résumés. Non, ce n'est pas comme ça qu'elle va nous faire comprendre qu'elle travaille. Pour savoir que la Première ministre travaille, il faut qu'on voit la logistique, par exemple, notre armée, elle est dotée des équipements nouveaux. Parce qu'un pays qui est en guerre, il doit se défendre quand même. Nous devons défendre et nous devons aussi attaquer. Nous devons défendre pourquoi? Parce que nous devons défendre les territoires que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas occupés. Ça, nous devons le défendre. Ça, c'est un. Nous devons attaquer pourquoi? Nous devons attaquer pour récupérer les territoires, les parties de notre territoire qui sont occupés. Nous devons quand même attaquer. On ne peut pas laisser l'ennemi vivre là comme s'il est chez lui. Et si on dit que ce sont des citoyens du pays, ils sont en insurrection avec leur pays. Mais son gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son gouvernement, il ne fait rien. Est-ce que vous comprenez avec moi que le gouvernement n'entreprend aucune action pour chasser les rebelles? Alors, raison pour laquelle j'avais dit que ces négociations de Luanda sont importantes. Mais l'IDPS avec Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme ils n'ont aucune vision, tout ce qu'ils disent sous l'impulsion du chef de l'État, cette impulsion, moi je voulais comprendre, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans l'impulsion? Vous allez comprendre qu'il n'y a absolument rien, il y a vide. Pourquoi il y a vide? S'il n'y avait pas vide, sinon on sent déjà sur le terrain qu'il y a un leader. Il y a un leader qui donne les ordres, il y a un leader qui suit l'exécution, il y a un leader qui assure les contrôles. Ce n'est pas que le président va jouer tous ces rôles-là que je cite. Non, il ne va pas les jouer. Mais lui, il assure que ces rôles-là soient valablement entrepris. Il assure à ce que ça fonctionne normalement. Il faut que le gouvernement agisse. S'il n'agit pas, il faut que le contrôle aussi se fasse. Si le contrôle ne se fasse pas, il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème, ça ne sera pas ces gens-là. Le problème, c'est lui, le chef de l'État. Pourquoi toute la responsabilité sur sa tête? Non, le chef de l'État, c'est clair. Vous devez l'apprendre que le chef de l'État, il est voté au suffrage direct. Donc, c'est tous les Congolais qui quittent chez lui, il part pour voter le chef de l'État. Mais les parlementaires, ils sont votés par une fraction de la population. Donc, dans une circonscription, on te vote, tu représentes ta circonscription. Même si tu vas défendre les intérêts de tous les Congolais, mais au moins, tu es d'abord le représentant de ta circonscription. Mais celui qui a été voté par toutes les circonscriptions électorales de la RDC s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Raison pour laquelle il a le pouvoir, il a l'impérium. Il doit incarner à lui le sens de la responsabilité pour faire le travail pour lequel il a été voté. C'est ça en fait. Parce que lui, il est voté pour ça. On le vote pour faire le travail qu'il doit faire. Il doit assurer que toutes les institutions fonctionnent normalement. Et comme je l'ai démontré que ça ne marche pas parce qu'il y a un vide dans son chef. Ce vide, ça peut être occasionné parce que le président déjà, il n'a pas le niveau. Il faut avoir des compétences. Il faut être qualifié pour faire du bon travail. Et pour être qualifié, il faut... Parce que la qualification, c'est le résultat d'un investissement. Moi, la langue que je vous parle, le français, quand je suis né, mes parents ne parlaient pas le français. Donc, ils parlaient le Kikongo, ils parlaient le Kiyombe, ils parlaient toutes nos langues dialectes du pays. Mais ils ont investi à ce que je puisse étudier. Et voilà les résultats maintenant. Donc, je suis un peu à l'aise de me présenter envers vous et vous parler le français. Pourquoi? Parce que j'ai investi. Mes parents ont investi et moi-même j'ai investi. Voilà. Et lui, il n'a pas investi. Ses parents n'ont pas investi dans son éducation. C'est ça aussi le problème. Moi, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. C'est beaucoup trop important le sujet du pays. C'est beaucoup trop important le sujet en fait. Le sommet de Luanda, comme je vous l'ai dit. Nous allons à ce sommet
très affaiblie. Je dis bien, je répète, la RDC va aux négociations de Luanda très affaiblie. Pourquoi très affaiblie? Premièrement, parce que le président de la République, avec cette sortie hasardeuse qu'il a fait, il y a déjà manque de sincérité. Il y a aussi, il n'y a pas de précision dans la ligne de conduite de notre diplomatie. C'est-à-dire nous devons nous mettre sur la ligne défensive ou offensive. Parce que quand vous regardez, premièrement, quand on accuse, c'est qu'on est dans la ligne défensive. Mais maintenant, on dédouane celui qu'on a accusé. On accuse un autre. Ça change en fait. Ça devient comme si vous attaquez. Si moi, à la place du chef de l'État, même si je sais que c'était Joseph Kabila, je ne pouvais pas le dire tout haut. Pourquoi? Parce que c'est ça la politique. C'est ça aussi le rôle de la politique dans les affaires. C'est ça aussi le rôle de la diplomatie. Il faut avoir un autre langage pour l'exprimer. Parce que nous avons déjà fait le tour du monde. Nous avons porté nos problèmes à ce que nous avons toutefois accusé le Rwanda. Il faut avoir maintenant des preuves tangibles qui vont prouver que c'est Joseph Kabila, ce n'est plus le Rwanda. Parce que jusque-là, l'ONU n'a pas un programme, on n'a pas un rapport où on a vu l'ONU accuser Joseph Kabila. Mais on a vu, moi je vous dis, des rapports, l'ONU accuser le Rwanda. Donc c'est très important par rapport à ça. Et je descends le dossier, l'autre point, le dossier de Kabuya et l'IDPS. Kabuya, juste un petit détail, Kabuya, ex-secrétaire général, a été déchu après un congrès de l'IDPS. On a nommé un secrétaire général intérimaire, mais Kabuya continue aussi d'agir comme secrétaire général en poste. Et il continue de prendre des actes et tout consort. Mais dernièrement, il a fait une sortie médiatique qui m'intéresse. C'est ça, les motifs même que je cite son nom ici aujourd'hui. Kabuya, il fait un aveu, des aveux. Il dit l'IDPS a déçu le peuple congolais. Ce qu'on attendait de lui, d'amener les changements. Et les changements n'est pas... Le changement tant entendu par le peuple congolais n'est pas arrivé. Alors l'IDPS a déçu le peuple congolais. Voilà. Au moins quelqu'un qui est sincère. Même si au-delà de son incompétence, mais au moins là, sur ce point-là, il est sincère. Et moi, je suis d'accord avec lui. Et même le président, il est d'accord avec lui. Mais sauf que le président, lui, il est hypocrite. Il ne peut pas le dire sur la télé qu'il n'a pas si... changer le Congo, devenir l'Allemagne d'Afrique. Ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes. Donc, il y a des archives. Il y a des archives par rapport à ça. Le président, par exemple, quand il disait la paix, c'est très nécessaire pour lui, s'il n'arrive pas à ramener la paix à la partie est du pays, il va considérer comme si son mandat n'est pas réussi. Voilà. Donc, tous les Congolais qui m'écoutent savent que votre mandat n'a pas été réussi. Vous avez truqué les élections pour vous maintenir au pouvoir. Vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les services de renseignement, vous avez des MIAP, vous avez une milice de forces de progrès, vous avez des mercenaires que vous avez recrutés, vous contrôlez l'argent de l'État et tout consort. Faites tout ce que vous voulez. Mais sachez-le bien que, étant donné que votre travail n'est pas bien fait, c'est zéro. Tout ce que vous allez amasser, vous allez le laisser. Vous savez comment Mobutu a dirigé le pays, comment il a vécu et comment sa vie s'est terminée. Donc, Kabuya est au moins sincère. C'est l'échec total. L'IDPS, c'est le parti aujourd'hui qui incarne le mal congolais. Hier, c'était Kabila avec les PPRD, mais aujourd'hui, c'est l'IDPS. L'IDPS nous a montré sa vraie face. Ce n'est pas ce qu'on pensait, comme on dit, union, démocratie, progrès social. Non. Où est le progrès social? Il n'y a que le progrès des voleurs. Et le président qui n'hésite pas à faire des déclarations honteuses. Dire sur la place publique que M. Nicolas Kazadi
a fait un bon travail, il doit être protégé, on ne peut pas le jeter en pâture. Mais non, ce n'est pas le travail du chef de l'État. Il faut rester bouche bée sur cette question-là. Et quand le président fait ces déclarations, il freine même l'action de la justice. Donc la justice se dit non, attention, je dois me réserver. Le chef de l'État a dit il faut protéger Nicolas Gazad. Parce qu'il a dit clairement il faut les protéger. Il est chef de famille. Mais les Congolais qui souffrent quand les millions sont détournés, ces Congolais-là ne sont pas les chefs de famille. Mais c'est Félix Tshisekedi. Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que ça ne te fait pas honte de vivre 25 ans en Europe, plus de 3 décennies, et vous n'avez appris aucun métier, vous n'avez fait aucune formation, vous n'avez aucun diplôme, et vous rentrez au pays, vous échouez pendant 6 ans. Rappelez-vous que ça fait 6 ans maintenant que M. Félix Tshisekedi échoue à la présidence de la République. Il n'échoue pas seul, il échoue avec ses copains venus de la diaspora. C'est une honte, c'est un discrédit qui a été jeté dans tous les diasporas. Du jamais vu au monde, du jamais vu. Même quand vous lisez l'histoire de la Bible, l'Israël aussi avait ses diasporas. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont rentrés, ils ont développé leur pays. Comment ça fait-il que vous avez passé tout votre temps, 32 ans, soi-disant 32 ans de combat, pour conquérir le pouvoir, et vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous prenez ce pouvoir pour enrichir votre famille biologique, votre famille politique, vos amis et vos copains. Vraiment, c'est une honte pour M. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une honte pour la RDC. La honte pour la RDC, c'est que nous sommes à un niveau où on n'arrive pas à nous lever et dire non à ces personnes qui nous dirigent. Parce que ce ne sont pas des personnes qualifiées pour être au sommet de l'État. Ils n'ont pas les bagages, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas l'empathie. C'est ce qu'on appelle dans le terme congolais les collabos. Donc ce sont des gens qui sont en relation avec nos ennemis. Et moi ici, je ne peux pas venir et vous dire hasardeusement que nos ennemis sont des Rwandais. C'est faux. Est-ce que les Rwandais, c'est eux qui ont détourné les 400 millions? Est-ce que les Rwandais, c'est eux qui ont détourné plus de 497 millions de projets de 100 jours? Chilenzel aussi, c'était des Rwandais. Est-ce que RAM, plus de milliards, c'était des Rwandais? Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais c'est Nicolas Gazad pendant 3 ans de sa gestion. Mais c'était catastrophique. Pendant les 3 ans, je vous dis, c'était catastrophique. Il a fait des dépassements budgétaires de plus de 2 milliards 900 millions en 2022. C'est catastrophique. C'est inédit dans l'histoire de notre pays. Même avec un budget de 4 milliards, la RDC s'en sortait mieux qu'avec un soi-disant budget de 16 milliards. Mais où part réellement cet argent si réellement on avait un budget de 16 milliards? Déjà, ça ne me garantit pas, ce budget ce n'est pas sincère. Je ne vous garantis pas de vous donner l'information que ce budget existe. Mais puisque eux, ils nous ont donné ce budget sur papier, et nous avons aussi un Parlement qui n'a pas contredit. Donc le Parlement, il a fait son travail. Donc il a vérifié que le budget existe bel et bien. Pour dire que ces gens avec ses copains, ils sont venus juste pour s'enrichir et fuir. Mais maintenant, ils vont fuir comment? Il faut qu'il y ait des actions concrètes en rapport pour qu'ils puissent fuir. Il ne faut pas fuir comme ça, peuple congolais. Vous devez vous lever un matin comme on fait le plein dans les stades. Faites les pleins au palais de la nation, au palais du peuple. Vous récupérez tout, ça vous appartient quand même. Ce n'est pas le palais de la famille Tshisekedi, ça s'appelle palais de la nation. Donc si la nation congolaise vous met dans ce palais-là, c'est pour faire ce travail avec lequel on vous attend. On vous attend de vous comporter comme un commandant des forces armées quand nous sommes attaqués. Nous devons aussi attaquer, pas seulement nous défendre. Nous devons avoir un commandant suprême, nous devons avoir un magistrat suprême. Nous devons avoir un garant de la nation. Quand tu es garant de la nation, tu n'es pas chef de tribu. Tu ne peux pas te comporter comme un chef de tribu.
Donc quand il signe une ordonnance de 6 personnes, il y a 6 personnes, soit de votre tribu, ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Et les autres talents, les autres Congolais compétents, les autres Congolais talentueux, ils vont vivre comment? Et ils seront nommés où? Ils seront nommés où? Dites-moi. L'université Inikin, IPEN, ISTA, tout consort, et tous ces intellectuels-là, ils vont travailler où? Mbosso, il est ministre depuis des années, 11 fois ministre, 2 fois président du Parlement, plusieurs fois commissaire du peuple. Nous sommes où? Dans quel pays un homme de plus de 87 ans, il voulait encore rester chef du Parlement à l'Assemblée nationale? Mais non, c'est incroyable. Mais qui doit arrêter tout ça? C'est le chef de l'État. Il a tous les moyens. C'est dans sa propre famille politique que tout cela se passe. Il ne favorise même pas la représentation de la jeunesse. La seule représentation des jeunes qu'on voit, ce sont ses copines qui sont nommées, celle qui a été nommée au ministère de la jeunesse. Il y a d'autres qui sont dans d'autres ministères que je ne citerai pas ici. Donc, vous voyez, là, ces copains et copines, vraiment, ils sont nommés, qu'ils soient jeunes ou vieux, là, il n'y a pas de problème. Le problème se pose seulement aux autres Congolais qui n'ont pas de ce qu'on appelle communément dans les termes congolais branchement. Donc, ils n'ont pas de branchement parce que branchement, pour nous, pour avoir le travail, il faut avoir des branchements. Quelqu'un qui va te brancher, te connecter à des postes, des emplois et tout comme ça. Voilà. Quand on parle d'éduquer les Congolais, c'est pour cela, par des fois, moi, je m'insurge. Les gens qui disent non, le peuple congolais n'est pas éduqué. Non, c'est faux. Le peuple congolais, il est éduqué. Et quand vous voulez parler de l'éducation du peuple congolais, vous allez donner la responsabilité à qui? C'est défini dans notre constitution, c'est l'État. Ce n'est pas des citoyens, ce n'est pas mon travail à moi d'éduquer le peuple congolais. Par quel mécanisme moi je vais vous éduquer? Je peux faire cette émission, ce n'est pas tous les Congolais qui vont me suivre. Il n'y a que quelques Congolais qui vont me suivre, qui vont comprendre. Ceux qui vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre ne vont rien comprendre. Mais sauf que l'État, lui, il a les moyens parce que l'éducation, ce sont de... l'éducation, c'est réservé à l'État. Donc, ce sont des, comment on appelle ça, des politiques régaliennes. Des ministères régaliens plutôt. Des ministères régaliens de l'État. On ne va pas enseigner quand même au peuple congolais n'importe quoi. C'est pour cela que tout ce qui est enseigné au peuple congolais, c'est défini par l'État. Que ce soit l'école primaire, l'école secondaire, l'école humanitaire et tout comme ça. Formation professionnelle et tout comme ça. Donc toutes ces politiques qui doivent diriger la nation, l'économie et tout comme ça, c'est l'État qui va définir ça. Toi et moi, par quel mécanisme nous allons éduquer l'éducation des masses des Congolais? Donc le peuple congolais, il est déjà éduqué. Soit il est mal éduqué, soit il est bien éduqué. Donc ça dépend. Soit nous sommes au milieu, ni bien éduqués, ni mal éduqués. Et maintenant le problème, c'est que nous devons être conscients que nous avons une part de responsabilité sur tout ce qui se passe au Congo. Si nous n'agissons pas, soit nous sommes devenus des complices de ceux qui nous abrutissent. Nous sommes en train de les faciliter de faire le travail. Parce qu'eux, ils sont là pour nous abrutir, s'enrichir, et puis ils vont fuir un jour. Mais nous n'avons que ces pays-là, nous n'avons que le Congo. D'abord, M. Félix Tshisekedi, moi je vous rappelle, il est belge. Donc il n'a même pas de soucis avec les problèmes du Congo. Excusez. Donc c'est un monsieur, il a déjà la nationalité belge, ses enfants ont la nationalité belge et tout consort. Sa femme et tout consort. Donc, même sa maman et sa famille, ses frères, tous sont des Belges. Comment nous avons laissé une personne étrangère être au sommet de notre pays? Il ne fait absolument rien, on les laisse. Il y a certains Congolais qui disent non, tout peut ça ait chance. Non, c'est quoi sa chance? Est-ce que dans la gestion des pays, il doit y avoir des chances? Non.
Où est-ce que c'est défini dans notre constitution qu'il faut donner la chance à quelqu'un? Quand il s'agit de diriger notre pays, il ne s'agit pas de la chance, il s'agit des mérites. Il s'agit des mérites. Donc celui qui doit diriger notre pays, il doit avoir un bagage, il doit être formé, il doit être compétent, il doit être qualifié. Sinon, s'il n'a pas toutes ces facultés-là, ça ne sera pas possible. Parce que le chef de l'État, il a tous les services avec lui, il a tous les conseillers en toutes les matières avec lui, mais sauf que pour décider, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit prendre la décision. Il doit avoir une vision. Voilà le terme qui est courant dans la bouche de tous les ministres. La vision du chef de l'État et tout consort. Mais c'est quoi la vision du chef de l'État? Personne ne nous a dit la vision du chef de l'État. Voilà, c'est ça, ceci, c'est là. Tapoter, tapoter parce que le live est menacé. Ça va couper, je vois. Ça risque de couper sur TikTok là, c'est menacé. Tapoter, 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 tapoter. Je crois que le live est signalé. Le live est signalé. Le live est signalé. Je vais couper et recommencer. Voilà. Donc, la vision du chef de l'État, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision, lui. Lui, il n'a pas de vision. Sa vision à lui, il nomme ses voisins, ses copains. Ils viennent, ils volent l'argent des républiques. Et après, ils vont s'enfuir pour la Belgique. Donc je coupe pour relancer le live. Veuillez m'excuser vraiment. Je n'ai pas de choix. Alors, chers compatriotes, vous devez mettre en tête que dans notre pays, on peut crier partout, on nous agresse, on nous fait ci, ceci, cela. On n'aura pas de solution étant donné que nous-mêmes, on ne prend pas conscience de notre responsabilité. La responsabilité que nous devons jouer par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Là, j'espère que je suis revenu. Donc, notre responsabilité, c'est lui aussi. Lorsque les dirigeants ne travaillent pas bien, nous devons les mettre d'abord la pression. Et nous ne devons pas nous arrêter là. Lorsque nous mettons la pression, il n'y a aucun changement. Nous devons aussi utiliser tous les moyens possibles pour arrêter cela. Voilà pour laquelle il y a certains compatriotes qui soutiennent Corneille Nangaa en disant qu'il a raison d'aller en guerre. Mais moi, je ne vous envoie pas d'aller en guerre parce que quand vous allez en guerre, vous allez prendre les armes pour tuer d'autres Congolais. C'est-à-dire que vous vous opposez face aux Congolais. Vous ne serez pas face à une autre population. Même si ce sont des populations civiles de l'autre pays et tout consort, ce sont toujours des personnes humaines. Donc moi, personnellement, je ne peux jamais encourager une insurrection. Parce que c'est déjà une trahison face à votre pays. Mais c'est Nangaa, il a trahi notre pays. Mais M. Félix Tshisekedi aussi, il a trahi notre pays. Parce que notre pays aujourd'hui, si il est faible, c'est parce qu'il a à sa tête un homme faible. Je vous donne un exemple concret. Les pays qui étaient menacés de la balkanisation entre 1960 jusqu'à 1965, quand Mobutu a pris ce pays a été fort et prospère. Pourquoi? Parce que la personne de Mobutu, il incarnait déjà le pouvoir. Quand tu le vois, tu comprends que je suis devant un chef. Il ne vient pas pour vous donner des promesses et tout consort, des choses qu'il n'a pas eu le temps de concevoir avec ses conseillers, avec les personnes stratégiques qui vont l'aider à matérialiser ces projets-là. Mais quand il vous parle, vous allez certainement voir des actions concrètes par rapport à ces paroles. Nous avons tant de choses ici que M. Félix Tshisekedi fait des prométhazines partout.
à la fin de mon mandat, vous verrez l'Allemagne d'Afrique. On a vu son mandat à la fin. Où est l'Allemagne d'Afrique? Posez-vous des questions. Vous êtes à Kinshasa, vous manquez du courant, vous manquez de l'eau, vous manquez de tout. Pourquoi nous les Congolais, on est condamnés à vivre ces souffrances de temps en temps? Pourquoi on doit espérer que quand Kabila était au pouvoir, il fallait que Kabila quitte pour espérer le bonheur après? Mais non, le bonheur, ce n'est pas après. Le bonheur, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant, chers compatriotes. Moi, je ne vous parlerai pas seulement de l'article 64. Je vous parlerai de toute la constitution qui est la vôtre. Vous avez la possibilité de chasser tous les dirigeants et faire une autre constitution. Vous avez la possibilité de chasser tous les dirigeants et créer un nouvel ordre pour diriger votre pays. Comment on peut laisser un pays comme ça, un pays entier, maintenant, que M. Félix Tshisekedi a hérité, maintenant ce pays, il est coupé. Est-ce que vous savez réellement la superficie que le M23 occupe maintenant? Et les autres groupes armés qu'on ne peut même pas citer les noms. Je ne connais surtout pas. Mais les groupes armés à l'est du pays, c'est plus de 200. On ne vous dit pas la vérité. Les groupes armés à l'est du pays, c'est plus de 200. Donc ça, je vous en conjure. À un moment donné, on doit se dire la vérité. Pourquoi l'insécurité persiste à l'est du pays? Pourquoi nous sommes soi-disant un pays conflit armé, un pays en guerre, mais la frontière avec soi-disant les pays qui nous agressent, le Rwanda, la frontière est toujours ouverte? Pourquoi? Est-ce que vous vous posez des questions? Moi, je vais vous dire pourquoi. La frontière entre le Rwanda et la RDC reste ouverte. Pour quelle raison? C'est pour préserver les intérêts des politiciens congolais. Comment, vous allez me poser la question, mais comment on va préserver ces intérêts par la simple frontière qui est ouverte? Mais oui, il faut laisser cette frontière ouverte parce que tous les politiciens congolais, ils ont des carrés miniers. Ces carrés miniers qu'ils exploitent en contrebande, on ne peut pas exporter ces minéraux de manière légale. Et la voie la mieux adaptée pour les évacuer, les exporter, c'est le Rwanda. Voilà la raison pour laquelle la frontière n'a jamais été fermée, même pendant l'état d'urgence. Est-ce que vous pouvez imaginer une zone où il y a l'état d'urgence, mais la frontière reste ouverte? Voilà le secret. Dans votre pays, les gens qui dirigent votre pays aujourd'hui, ils n'ont qu'une excuse pour venir vous dire non. Nous on aime le Congo, on vous dirige, vous n'aurez aucune solution tant que ces gens-là qui sont incompétents, qui n'ont pas l'amour du pays, tant qu'ils sont là, vous n'aurez aucune solution. On n'aura aucune solution. Mais c'est Félix Tshisekedi a trouvé le pays, tant soit paix sur les rails, tant soit paix, je dis bien, je ne dis pas que c'était bon pendant Kabila. J'ai critiqué aussi Kabila. C'est un régime qui n'a pas mérité l'attention des Congolais. C'est un régime qui n'a pas bien dirigé. C'était aussi un régime dictatorial. Mais au moins, ils ont fait leur travail. Ils ont laissé un pays entier. Ils ont doté notre pays des institutions. Ils ont doté notre pays de... ne fût-ce que des institutions. Ça, c'est très important. Voilà. Même le système que nous vivons aujourd'hui avec les 26 provinces, la décentralisation et tout comme ça, c'est toujours l'œuvre de la Kabylie. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails par rapport à ça, parce que je ne fais pas mon émission par rapport à ça. Mais au moins, il y a, à son crédit, il y a un travail qui a été fait pour nous donner d'abord cette constitution, même s'il a des irrégularités. C'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. Déjà, ça va. Au début, on n'en avait pas. Déjà, ça va. Et rien ne nous empêche de corriger toutes les erreurs qui sont dans cette constitution. Ça, c'est la première chose. Comme je l'ai dit, il nous a laissé les institutions du pays. On n'avait pas une institution présidente. On avait un président, Isir Pater, quelqu'un qui n'a pas été voté. Donc, Kabila a permis à ce que notre pays puisse avoir des élections, soi-disant libres, soi-disant, je dis bien, libres. Et à la fin, on a eu un président, on a eu une assemblée nationale, donc on a eu un parlement qui est ici des votes. Au temps de Mobutu, on avait des commissaires du peuple. Donc après, on a eu un gouvernement. Un gouvernement
qui est légitime. Et après nous avons ce que nous avons. Nous avons vu ce que nous avons vu. Et Félix Tshisekedi a hérité de ce travail-là qui a été fait par son prédécesseur. Donc le travail qui a été fait devrait être poursuivi pour améliorer la qualité, pour l'améliorer de manière qualitative. Si et seulement si les réformes s'étaient poursuivies, peut-être aujourd'hui on sera à un niveau d'avoir d'espoir pour ce Congo, d'avoir de l'espoir, d'avoir comment je peux dire, du crédit au travail de M. Félix Tshisekedi. Mais on ne peut pas donner du crédit à son travail parce que c'est visible sur le terrain, c'est visible même sur le plan international. Tout le monde sait qu'au Congo, il n'y a pas de gens sérieux, il n'y a pas des institutions sérieuses, le climat des affaires n'est pas amélioré, donc les investisseurs ne peuvent pas venir dans un pays où on détourne au minimum 100 millions chaque jour. Vous n'allez pas comprendre comment peut-être on détourne 100 millions chaque jour. C'est dans tous les services publics de l'État au Congo, chaque jour, on détourne l'argent, qu'on ne peut pas quantifier ici. Les intérêts de l'État, ils sont minimisés chaque jour au profit des voleurs. Alors, comment nous pouvons développer un pays avec de telles personnes? On va vous dire, non, l'administration congolaise, elle est foutue. Voilà pourquoi le chef ne fait pas son travail. Non, toute l'administration, il n'y a pas que... ce n'est pas tout le monde qui touche l'argent à cette administration. Ce n'est pas tout le monde qui travaille à des postes de décision. Quand on fait un contrôle par rapport à ceux qui ont des décisions à prendre. Si tu sais que tu es chef de bureau, c'est-à-dire un chef de bureau, il a des agents qui donnent de l'ordre dans son bureau, qui donnent du travail. C'est quoi le rôle, par exemple, d'un directeur? Le directeur, lui, il dirige une direction. C'est-à-dire, il participe à des réunions importantes avec le secrétaire général. Ils définissent comment les règles et lois doivent appliquer, comment le travail doit fonctionner dans cette direction-là. Il vient, il donne des orientations. Et les orientations, il les donne à qui? Il les donne au chef de division. Mais en donnant ces orientations, lui aussi, il suit de près est-ce que ces orientations sont suivies à la lettre. Le chef de division, il vient, il divise le travail, parce que ça, son rôle, c'est pour cela qu'il est chef de division. Donc, il doit diviser le travail. Il ne doit pas faire tout le travail lui-même. Quand il divise le travail, il responsabilise le chef de bureau qui vont chacun à ce qui les concerne faire le travail demandé. Mais quand vous faites le travail tel que les orientations vous ont été données, mais les orientations, ça ne tombe pas du ciel, les orientations. Ce sont les règles, ce sont les lois. Les orientations, c'est clair. Lorsque vous êtes inspecteur des douanes, par exemple, tout ce que vous avez à faire, les marchandises qui arrivent, vous l'escortez, vous faites l'évaluation, vous faites la liquidation, et vous faites les PV, l'argent entre les trésors publics, on paye dans les trésors publics, vous avez les preuves de paiement, vous libérez la marchandise et puis la marchandise part, c'est tout, c'est ça votre travail. Et vous n'allez pas faire ce travail une seule personne. Il y a ceux qui vont faire le travail de contrôle, il y a ceux qui vont faire le travail de liquidation, c'est-à-dire les receveurs. C'est lui, il est receveur, uniquement pour recevoir l'argent de l'État, pour s'assurer que l'argent de l'État entre dans les trésors. Mais le problème, c'est que toutes ces personnes-là, ils sont en synergie pour faire des détournements. Parce qu'ils sont dirigés et ils ont des ordres qu'ils reçoivent directement, par exemple des ministres des Finances, par exemple des personnes importantes du pays. Comment vous voulez attendre encore un changement par rapport à ces personnes-là? C'est pour cela, moi je me dis, si vous avez un chef de l'État, c'est lui qui connaît comment les choses fonctionnent dans le pays. Il aura aussi la solution, comment apporter une thérapie. C'est facile. Même pour arrêter les gens qui ont détourné l'argent, c'est facile. Vous n'allez pas arrêter tous les ministères. Parce que déjà, pour tous les projets, il y a toujours ceux qui sont responsables. La responsabilité, on la prouve comment? Par la signature, par exemple.
C'est ça la responsabilité. Parce que quand quelqu'un fait un document et puis on voit les documents dedans, on voit la signature à la fin. Donc c'est lui le responsable. Il engage son service, il engage sa responsabilité aussi. Quand quelqu'un engage sa responsabilité, il doit aussi assumer les conséquences. Voilà pourquoi je dis, le chef, il a beaucoup de choses qu'il doit maîtriser pour être réellement leader, pour conduire une nation. Parce qu'une nation, ce n'est pas un foyer. Déjà, M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais eu un foyer. Donc, un foyer où il vit sur le même toit avec sa femme qu'il a épousée, avec ses enfants qu'ils ont eus. C'est ça un foyer. M. Félix à Kinshasa, depuis que moi je l'ai connu, à moins que d'autres personnes m'apportent des informations que je ne maîtrise pas. Depuis que moi je l'ai connu avant qu'il soit président, quand il vient à Kinshasa, il vit toujours sur le toit de ses parents. Donc, il n'a pas de foyer. Et ces enfants, comme vous les voyez, ils étaient dispersés. Chacun à son coin. Parce qu'ils sont nés de mamans différentes. Voilà déjà des éléments qui nous montrent que nous n'avons pas un chef. Nous avons un chef qui est désordonné, même dans sa manière de vivre en foyer. Déjà, il n'arrive pas à tenir debout pour faire vivre un foyer. Mais comment il va faire vivre une nation? Une nation qui a 26 provinces. Donc c'est comme si au Congo, il y a 26 enfants. Mais maintenant, ces 26 enfants-là, tu dois les nourrir, tu dois les vêtir. Ils sont malades, ils doivent avoir le traitement. Il y a un problème, ils sont attaqués, tu dois les défendre, tu dois les sécuriser et tout comme ça. Comment il peut faire ce travail-là? Si déjà lui-même, il n'est pas organisé en lui-même. Voilà pourquoi nous devons réfléchir par rapport à ça. Que toutes les actions que nous devons mener doivent se caractériser par un état d'esprit d'élite pour chasser ces messieurs. Moi, je ne vous dis pas que quand vous les chassez, il faut remplacer notre politicien et tout qu'on sort. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, il faut toujours un autre Congolais qui remplace M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est d'abord le premier. Parce que ce monsieur-là, il faut penser qu'il soit... ce n'est pas forcément avoir des diplômes pour être chef. Mais pour être chef, il faut incarner le leadership. Même quelqu'un qui n'a pas étudié, mais s'il arrive à développer son industrie économique, c'est-à-dire qu'il a des compétences. Parce que ces compétences produisent des résultats. Mais ce Félix Tshisekedi n'a aucune autre expérience en dehors d'être président, d'être parachevé miraculeusement président. Il n'a aucune expérience professionnelle. Donc il n'y a pas un endroit où on peut me dire non, il a travaillé à tel endroit, il a réussi. Voilà pourquoi moi je doute fort de ses capacités, même quand il nous dit non, je vous rassure, il faut attendre jusqu'à la fin de mon mandat pour me juger. Mais non, on ne va pas attendre jusqu'à la fin de ton mandat, tu as déjà fait 5 ans d'échecs. Vous savez que les échecs, ça fait un rappel automatique pour les corriger. Donc, quand tu es habitué à échouer, à faire des échecs, et si tu es vraiment, tu tiens à apprendre, tu auras aussi un réflexe automatique de corriger ces erreurs-là. Après 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est trop. Parce que 5 ans déjà, au Congo, c'est un cursus normal. Quand tu as un bac, si tu fais 5 ans d'études universitaires, donc tu peux devenir licencié dans 5 ans. C'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. Comment quelqu'un peut passer 5 ans, il est licencié maintenant, supposons, il est licencié, mais il revient encore à faire des erreurs par rapport aux leçons de l'humanité. Mais non. Ça, ce sont des leçons de l'humanité. Ce sont des leçons de l'humanité. Donc moi, je retiens vraiment que M. Félix Tshisekedi comme président de la République, nous, le peuple congolais, on n'a rien à attendre là-dessus. On n'a aucun espoir. Rien ne nous rassure que ce monsieur-là, il va tenir promesse et faire le travail comme il fallait. Nous sommes tellement naïfs à un certain point. Vous m'excusez, chers compatriotes, je ne suis pas de caractère
vous injurier, avec tout le respect que je dois au peuple congolais. Je dis sincèrement que nous sommes naïfs à un certain point de croire que ce monsieur-là, il peut faire quelque chose de bien. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Son travail, lui, c'est victimiser, trouver un bouc émissaire. Et par rapport à ça, on ne peut pas développer un pays en accusant les autres. Le président ne doit pas accuser les autres. C'est lui qui a la signature suprême quand même. Imaginez. Le président, c'est le premier citoyen d'un pays. Dites-moi un pays. C'est toi, nous sommes 110 millions de Congolais. Celui qui est le numéro 1, c'est Félix Tshisekedi. Mais maintenant, lorsque nous avons un problème, lui, il accuse encore un autre citoyen qui est dans les rangs derrière lui. Ça, c'est incroyable. Comment tu vas accuser quelqu'un qui n'a ni l'armée, ni la police, mais c'est toi qui commandes l'armée, c'est toi qui commandes la police, c'est toi qui commandes les services secrets de l'État, les services de renseignement. Comment vous voulez pas être responsable devant tes actes? Non. Le président, il doit être responsable. Donc, quand il a échoué, il doit dire que non, j'ai échoué. J'ai échoué. Mais comme il n'est pas sincère, il ne nous dira jamais qu'il a échoué. C'est pour cela, moi, je m'inspire beaucoup parfois des démocraties étrangères. Ça m'inspire beaucoup. Ce qui s'est passé en France en 2017, par exemple, lorsque M. François Hollande voit que les attentes des Français n'ont pas rencontré son travail. Il n'a pas satisfait pendant ces 5 dernières années. Il a décidé de ne pas être candidat à sa propre succession. Ça, c'est déjà un acquis. C'est ça un homme, c'est ça un humain. Parce que la fonction président de la République, ce n'est pas une fonction familiale, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une fonction coutumière, c'est-à-dire vous héritez de l'héritage de vos parents. Quoi qu'il en coûte, personne ne peut vous déposséder de cela. Non. La fonction président de la République, vous êtes là pour servir la République. Et quand on sert la République, il faut avoir un minimum de compétences requis. Quand vous n'en avez pas, vous êtes foutu. Vous allez mettre le pays KO. Et quand le pays il est KO, vous avez trahi votre serment. Quand vous trahissez votre serment, vous êtes passible des infractions de haute trahison. Voilà. Ça aussi, je vous donnerai les détails. Comment le président de la République, il est en fonction, comment il peut être poursuivi pour haute trahison. Si vous regardez très bien toutes les fautes que M. Félix Tshisekedi est en train de commettre, donc il est passible à des infractions de haute trahison. Parce que déjà, on ne peut pas accepter celui qui a juré défendre le territoire national. À un moment donné, il est incapable de la défendre. Non seulement il est incapable de la défendre, il est incapable aussi de sécuriser les citoyens. C'est quoi un État? C'est pour cela que j'ai donné les détails. C'est quoi un État au début? On doit avoir une population, on doit avoir un territoire. Donc, si nous perdons notre territoire, nous ne sommes plus un État. Tu vois? Nous devons être souverains. On ne peut pas se réveiller et puis on commence à se plaindre. Non, Rwanda a violé l'espace aérien de la RDC. Mais comment ça? On n'est pas souverain ou comment? On se pose la question, est-ce qu'on est souverain ou pas? Parce que si on est souverain, on est censé protéger notre territoire. Nous devons la protéger, c'est notre territoire. Comment nous devons protéger notre territoire? C'est pour cela que les ministres sont des ministres sectoriels. Ils ont un chef du gouvernement et chaque ministre dans son secteur. Il va définir la politique de la nation par rapport à ce secteur-là, par rapport à son département. Et lui, il va faire le suivi personnel. Voilà les problèmes que nous avons au Congo. Et c'est quoi le rôle du chef de l'État quand il est le garant de la nation? C'est-à-dire, lui, il n'est pas un magicien comme Mobutu avait dit à l'époque. Le président de la République n'est pas un magicien. Il ne peut pas tout faire lui-même. Mais c'est quoi son travail pour que tout marche bien? Son travail, c'est de sélectionner les meilleurs talents du pays. C'est ça, en fait. Vous avez ceux qui ont fait le génie civil. Sélectionner ceux qui sont les plus compétents. D'autres vont définir la politique du génie civil et d'autres vont l'appliquer sur le terrain. C'est ça le rôle du chef de l'État.
C'est pour cela, c'est lui qui nomme les hauts magistrats, c'est lui qui nomme tous les magistrats d'ailleurs, c'est lui qui les nomme, et c'est lui qui nomme les hauts fonctionnaires de l'État. Voilà. Comment on va nommer un haut fonctionnaire qui n'a pas la maîtrise de son secteur? Il va faire quoi comme travail? On le nomme seulement parce qu'il est de la famille, on le nomme seulement parce que l'IDPS est au pouvoir. Mais il va faire quoi quand il sera là au travail? On nomme quelqu'un qui doit être inspecteur de la douane, il ne sait pas c'est quoi le code douanier. Il ne sait pas. Mais comment vous allez accepter que nous soyons dirigés par ces gens-là? Moi, j'ai fait le commerce international. Je sais que la première chose, que ce soit pour un douanier, ou bien un déclarant en douane, un agent en douane, en bref, la première chose, il est guidé par les codes de douane. C'est ça aussi avec le magistrat. Lui, il est guidé par les lois de la République, la Constitution, les différentes lois qu'ils ont en toutes les matières. Ceux qui sont dans le cours des comptes, ils sont guidés par les codes de travail et tout comme ça. C'est quel esprit qui anime les Congolais quand il fait son travail? Tous dans leur bouche, ils vous diront la vision du chef de l'État. Moi, je vous pose, c'est quoi la vision du chef de l'État? Il a quelle vision, le chef de l'État, lui, quand il se lève? Donc, il a quelle vision? Le chef de l'État, il a une seule vision. Sa vision, elle est simple, parce que c'est caractérisé, comme je dis, c'est résumé dans l'article 69. Donc, il doit se laisser guider par la Constitution. C'est ça seulement, c'est simple. Il ne doit pas avoir une autre vision pour dire que non, sous l'impulsion. C'est quoi l'impulsion? Quand vous défendez les voleurs, ça devient une autre idée. C'est ça vraiment l'impulsion, le sens du mot impulsion selon ceux qui défendent les chefs de l'État. Mais si réellement il sait son travail, il saura que quand on dit sous la vision du chef de l'État, c'est-à-dire la vision du chef de l'État et les respects des lois de la République. Et la loi mère, la loi fondamentale, c'est la Constitution. Parce que en cette loi-là, c'est là où naissent toutes les autres lois, toutes les règles et tout consort. Dans tous les détails, il doit se laisser guider que par ça. C'est ça. Lorsqu'un chef de l'État fait son travail en respectant la Constitution, là, il sert l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça l'intérêt supérieur de la nation. Ce n'est pas que le chef de l'État se réveille et dit non, les journalistes commencent trop à m'insulter, il faut chercher à coincer ces gens-là. Les ministres de l'Information ici, il va s'hasarder et dit non, on a convoqué les responsables de Facebook et TikTok, on est en train de réfléchir, on risque de fermer ces réseaux sociaux. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça l'esprit de la Constitution? Est-ce que c'est ça l'esprit de la Constitution? Est-ce qu'il comprend que les Congolais a le droit à la liberté d'expression? Est-ce qu'il comprend ça? Est-ce qu'il comprend que les Congolais ont droit à l'information? C'est mentionné dans notre Constitution. C'est ça qu'on appelle la trahison. Lorsque le chef de l'État fait des actions qui sont contraires à l'esprit de la Constitution, c'est ça la trahison. Donc il a trahi la République. Parce que quand il a juré de ne pas trahir. Maintenant, il ne sait pas quand il trahit, qu'est-ce qu'en fait, comment on peut interpréter trahison? Quand il fait ça, c'est déjà une trahison. Ce n'est pas seulement que quand Nanga va toucher les armes contre la République, ça aussi c'est une trahison. Mais c'est que aussi, ce qu'il fait, c'est une trahison. Par exemple, en pleine législature, pendant l'époque de Mabunda, il a pris le Parlement en otage, il a créé l'union sacrée, il a inversé la majorité. C'est une trahison. C'est une trahison ça aussi. C'est clair. Notre constitution dit bien que la majorité parlementaire, elle est définie au début de la législature. Pourquoi au début de la législature? Parce que tout de suite, vous venez de faire des élections et quand on se retrouve au Parlement tous,
on va identifier la majorité parlementaire. Et cette majorité ne peut pas changer au cours d'une législature. Rappelez-vous aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi nous a dit qu'il a plus de 475 députés au sein de l'Assemblée nationale. Nous dormons, on se réveille un matin, on dort, et tous ces députés-là, ils se disent non, nous ne sommes plus les députés de la majorité, nous sommes de l'opposition. Et ils créent une autre majorité, ils renversent le gouvernement en place, ils renversent les bureaux, ils renversent tout. Dites-moi un peu, c'était normal lorsque c'était une majorité de l'FCC. Est-ce que ça sera toujours normal si on renverse la majorité actuelle créée par Félix Tshisekedi, si on la renverse au profit d'une autre personne, une autre majorité, une autre coalition? Est-ce que ça sera normal pour vous? Voilà pourquoi je vous dis que toutes ces choses-là ne marchent pas selon l'esprit de la Constitution. Notre Constitution, elle est claire. Tout est défini là-dedans. Même les provinces, comment ils doivent fonctionner. Ils ont la libre administration de leurs finances. Comment maintenant les provinces, ça devient pour décaisser l'argent, des sommes importantes, il faut que l'IGF puisse procéder au contrôle en amont. Est-ce que c'est ça le travail de l'IGF, contrôler les frontières, les finances publiques au niveau des provinces? C'est quoi l'autonomie administrative et financière? C'est quelqu'un, il est libre, il prend un acte, il pose un acte, et l'argent entre. Quand on pose un acte pour faire entrer l'argent au trésor public, on peut aussi poser un acte pour la faire sortir, mais dans les règles établies par la loi, par les règles établies par les finances, au respect des lois de la finance publique. C'est ça seulement qui doit nous laisser guider. Lorsque le président de la République lui-même se prend pour exemple pour respecter cette constitution, respecter les lois du pays, vous verrez que cela va se contaminer à tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, il fait son rôle exactement en tant que garant de la nation. Il ne dit absolument rien, même pas un mot ministre de la Justice, parce que quand tu es ministre de la Justice, tu sais déjà que dans mon secteur, je dois lutter contre la fraude, je dois lutter contre le détournement, je dois lutter contre les faux actes et tout comme ça. C'est par rapport à tout ça, vous allez comprendre que l'État, le pays va avancer. Voilà, chers compatriotes, je longuement parlé celle devant ce panel. Je rappelle que je suis aussi en direct sur YouTube. Donc, tout celui qui veut monter peut s'envoyer sa demande et on va continuer le sujet ensemble avec vous. On va aussi partager les idées, on va aussi vous écouter, connaître vos avis par rapport à mon sujet. Donc, mon sujet il est simple pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'actualité politique de la RDC. J'ai donné les points de vue par rapport au sommet de Luanda. J'ai dit que nous allons à ce sommet pour négocier la paix, mais nous allons très affaiblis à ce sommet. Pourquoi nous sommes très affaiblis? Parce que, premièrement, la santé du président, il y a un petit problème. Donc, le président, il n'est pas en très bonne santé. Même s'il essaye de nous assurer qu'il est en bonne santé, mais moi, sincèrement, j'ai de certitude qu'il n'est pas en très bonne santé. Ça, c'est un. De deux, nous allons affaiblir à ces négociations parce que aussi, le président, dans sa sortie hasardeuse, a jeté un discrédit sur la ligne conduite qu'on a tant défendue depuis un long moment. Depuis un long moment où on a accusé les Rwandais partout dans le monde entier qu'ils nous agressent. Merci Moutaban Simba pour le partage. Si vous avez une envie, vous envoyez aussi le message, la demande pour monter. Donc, il a jeté le discrédit pour la ligne à défendre, la ligne de conduite de notre diplomatie. On ne sait plus quelle position que nous allons défendre. Est-ce que nous allons toujours continuer à dire que c'est Kagame qui nous agresse ou bien nous allons changer la vie de dire que c'est Kabila qui nous agresse parce qu'il a accusé Kabila ouvertement. Mais est-ce qu'il a des preuves par rapport à l'implication de Kabila pour la guerre? Parce que moi, je sais que ce monsieur-là, il est coupable pour beaucoup de choses, mais attention, même pour l'arrêter, il faut avoir vraiment des preuves de culpabilité.
directs de sa personne. Ce n'est pas facile de les avoir parce que M. Joseph Kabila a beaucoup plus d'expérience. Même en tant que chef de l'État, il a passé beaucoup plus de temps, mais encore en tant qu'il a une formation militaire. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, ça ne sera pas facile pour Tshisekedi. Ce n'est pas seulement en passant sur une chaîne de télé et faire une interview, là, qui disait que cela sera vrai. Peut-être qu'il veut préparer l'opinion publique pour son idiotie, en fait. Il veut faire gober des choses. Il veut se déresponsabiliser de ses responsabilités régaliennes. Parce que c'est lui qui nous a donné la sécurité et la paix. C'est lui qui doit défendre notre pays. Ce n'est pas Kabila. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas venir nous dire que non, c'est lui qui dérange les Congolais, c'est Kabila. Bon, si c'était Kabila, il faut l'arrêter. C'est clair. Et ce n'est pas toi qui l'arrêtes, mais ce sont les lois du pays. C'est ça, en fait. C'est pour cela que les arrestations ne doivent pas être personnalisées. Ils doivent être guidés que par l'esprit de la loi. Et quand tu fais ce travail dans ce sens-là, même Dieu te bénit. Même si les ennemis vont se lever contre toi, Dieu va dire non, il fait bien son travail. Il fait la justice, il commande bien, il défend, il juge, et tout se passe très bien. Mais si les Congolais aujourd'hui ils meurent de faim, déjà on meurt de faim, avant de mourir par les armes, on meurt déjà de faim. Comment Dieu va vous bénir? Comment il va bénir votre travail? Raison pour laquelle votre santé personnelle même est en train de se détériorer. Cette photo que vous voyez, il y a 3 personnes dedans. Donc, à côté, il y a Lorenzo et de l'autre côté, il y a Paul Kagame. Au milieu, nous avons M. Félix Tshisekedi. Les pourparlers, c'est déjà en cours. Le sommet de Luanda prévu le 20 août. C'est le sommet, le fatidique sommet qui va définir si l'accord de paix sera trouvé entre la RDC et le Rwanda pour arrêter les conflits à l'Est. Mais ce conflit, c'est tellement vaste, comme je l'ai dit. Il y a plus de 200 groupes rebelles à l'Est du pays. Il y a aussi, parmi ces groupes rebelles, les premiers qui nous font beaucoup plus de mal, c'est le M23. Mais pour les Rwandais, lui, le problème M23, ce n'est pas primordial. La priorité pour les Rwandais, c'est le FDLR. Voilà, chacun a ses intérêts. Parce que dans les conseils des nations, on ne va pas pour défendre les individus, on ne va pas là pour se saluer, pour prendre des photos. Mais pour le Tshisekedi, lui, c'est juste pour se filmer et se faire des honneurs. Il ne comprend pas qu'à ce niveau-là, ce sont des intérêts des nations qui sont débattus, ce sont des intérêts qui sont préservés. Voilà. Nous avons intérêt à ce que nous puissions faire diligence de détrôner M. Félix Tshisekedi. Sinon, notre pays ne va faire que sombrer du jour le jour. Du jour le jour. Pourquoi? Parce que nous avons un destin. Notre destin n'est pas celui de couler. Notre destin n'est pas celui que notre pays puisse disparaître. Notre destin n'est pas celui que notre pays puisse être balkanisé. Notre destin est de prospérer, d'être libre, d'être une nation épanouie, prospère et tout consort. Pourquoi pas avec tant de ressources que nous possédons? Donc voilà pourquoi moi je vous invite à un éveil patriotique qui va permettre à ce que le Congo puisse décoller, puisse changer de cap. Le Congo, il a décollé. Il a décollé, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que le Congo n'a pas décollé. Mais sauf que la marche dans notre chemin, on ne marche plus. On n'avance plus. On avance négativement. Pour l'instant, on avance négativement. Tout ce qui est négatif aujourd'hui, nous sommes spécialistes. Alors, comment on peut donner de l'espoir? Parce que dans notre hymne national, on chante, dans notre hymne, on chante debout Congolais. Nous, Congolais, nous devons être debout. Est-ce que quand on dit debout Congolais, certainement on n'est pas debout. C'est pour cela qu'on nous invite à être debout. Unis par les sorts. Donc, unis par les sorts, on n'est pas unis par les sorts aujourd'hui. On est unis par les sorts depuis 1960. Depuis 1960, on est unis par un sort. C'est quoi le sort? Celui de vivre ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Celui de vivre dans un pays qui est multiculturel,
un pays qui est multitraditionnel, un pays qui est riche en ressources naturelles, un pays qui est riche en tout ce qui est les ressources humaines et tout comme ça. Voilà, ça c'est notre sort. Unis dans l'effort, voilà maintenant, on doit faire l'effort. On doit faire l'effort. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Pourquoi on doit faire l'effort? Parce que nos ancêtres, ils ont fait l'effort de nous donner la caricature d'indépendance que nous avons aujourd'hui. Cet effort-là a donné l'indépendance à notre pays. Notre pays a accédé à sa souveraineté. Maintenant, nous devons exercer cette souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas lasser les efforts. On a lassé les efforts à un moment donné. Nous devons continuer pour être souverain, vrai souverain. Parce que si on est souverain, on ne va plus s'élever un jour à l'autre. Les ministres de l'information donnent l'information qu'on se plaint ici parce que notre territoire aérien est violé par les Rwandais. Mais non. Ce n'est pas son rôle, lui. Son rôle, ce n'est pas de venir nous donner des communiqués où il se plaint. Son rôle, c'est de nous présenter les actions concrètes qu'il a menées lorsqu'il y a eu cette violation. C'est-à-dire, on a violé, oui, on est d'accord, on a violé. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'allez pas agir par un communiqué. Il y a des moyens appropriés pour défendre son territoire. On défend son territoire par les armes, monsieur le ministre. On défend son territoire par des armes. Donc, un avion qui viole votre territoire, tel qu'aux États-Unis, vous n'avancerez pas 2 ou 3 mètres, vous serez directement abattu. Soit on va vous coincer, de sortir, pousser à sortir, soit on va vous abattre. Parce qu'on doit vous identifier à tout moment que vous mettez votre nez sur le sol étranger. Donc nous sommes le seul territoire où on viole à tout moment. Voilà les conséquences des irresponsables que nous avons placés au pouvoir. Raison pour laquelle je vous dis qu'il y a urgence, chers compatriotes. Il y a urgence à ce qu'on puisse agir pour finir tout cela. L'importance, pour moi, l'importance pour moi aujourd'hui était de vous passer les messages tels que on vient d'échanger, de faire des analyses importantes pour dénoncer ce qui ne marche pas, pour vous mettre au courant des informations, des coulisses, de tous les enjeux du Congo. Voilà, chers compatriotes, je vais devoir vous quitter parce que là je n'ai vu aucune invitation. On se retrouve au prochain numéro qui ne tardera pas d'arriver au cours de la semaine. Je crois d'ici mardi, mercredi, on aura un autre live sur TikTok et sur YouTube. Sur YouTube, je suis journal officiel expliqué. Donc, comme quand vous regardez mon compte TikTok, c'est journal officiel. Et quand vous tapez aussi journal officiel sur YouTube, il faut juste taper journal officiel expliqué. Et vous verrez ma photo, vous verrez le logo du Congo. Vous allez comprendre que c'est bien moi. Vous pouvez suivre l'émission en rediffusion et tout comme ça, en loin et en large. Parce que moi, quand je viens, je réfléchis. Et je vous fais réfléchir. Je vous présente les faits, je fais l'analyse. Parce que j'ai fait des recherches par rapport à ça. Je prépare mes émissions, je fais des recherches. Je récolte les données et je vous amène l'information. Merci beaucoup de nous suivre. On se rencontre avec le prochain numéro qui ne tardera pas d'arriver au milieu de la semaine. Merci beaucoup.
Kati. Ah ouais? Ah. Sikoyo olobaki photo tobongisande